Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue sur RLP dans cette émission 113 qui marque surtout le début de cette nouvelle saison en début septembre. Une nouvelle saison qui s'annonce passionnante avec des interviews de personnalités clés fondamentales. Nous aurons déjà l'honneur la semaine prochaine de recevoir monsieur Alain Bouregba, psychologue clinicien, maître de conférences en psychologie sociale qui a beaucoup travaillé sur les liens parentaux entre les enfants et les détenus. Ce sera d'ailleurs très certainement une des dernières interviews de monsieur Bouregba qu'il sera possible de trouver. Nous accueillerons également cette année monsieur Joël Clerget, psychanalyste, enseignant à Lyon, praticien du contact pré- et post-natal, membre de la Société de psychanalyse freudienne, auteur d'un grand nombre d'ouvrages aux éditions RS et Duno. Nous enchaînerons avec monsieur Sébastien Dupont, docteur en psychologie, thérapeute familial, chargé d'enseignement à la faculté de psychologie de Strasbourg, formateur et superviseur. Monsieur Dupont coordonne également le diplôme universitaire de thérapie familiale et viendra nous parler de ses ouvrages. Nous accueillerons également monsieur Frédéric Benahi, travailleur social, chargé de prévention, chef de service dans le cadre de la protection de l'enfance, auteur notamment de l'ouvrage Adolescents entre ennui, épuisement et mise en danger des parents face au temps, ainsi que les loges du social. De nombreux auteurs, donc des éditions RS, des Trois Colonnes, de Non-Lieu et de Dunod. Et nous commencerons aujourd'hui avec monsieur Olivier Perroux pour son ouvrage Délinquants et victimes aux éditions Non-Lieu. Monsieur Olivier Perroux est sociologue, il travaille depuis plus de 10 ans, en Roumanie puis en France, auprès des mineurs victimes de la traite. Il a obtenu pour cet ouvrage le prix Caritas Institut de France, donc l'ouvrage Délinquants et victimes aux éditions Non-Lieu, avec une préface de monsieur Robert Badinter. Nous verrons avec lui ce qu'est la traite des enfants, l'âge des enfants concernés, le public concerné par cette traite, quelles sont leurs origines sociales et familiales, l'incidence des conflits familiaux. On va constater qu'effectivement 80% des Français qui sont dans ces systèmes de traite proviennent des services sociaux et de l'ASE. Nous lui demanderons pourquoi il est si difficile de lutter contre ce phénomène et nous écouterons ses conseils aux parents. Mais avant tout, l'été a été chargé, il y a plusieurs actualités, ne bougez pas, c'est juste après ça. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Tout d'abord, nous allons parler aujourd'hui de Max qui vit en haut d'une grue à Halluin, près de Lille, depuis maintenant quasiment 2 semaines, car il ne voit plus ses filles Louane et Manon depuis 5 ans. Quand on accepte de prendre ses plaintes, ce qui est rarement le cas, elles sont toutes classées sans suite alors que madame est partie à l'autre bout de la France et refuse de lui présenter ses filles. Pour faire entendre ses revendications, il fait du bruit aux heures d'entrée et de sortie de classe. Maxime Wynne, père de Louane et Manon, 10 et 6 ans, voudrait revoir ses filles après plusieurs années sans contact. Elle se trouve à Perpignan avec son ex-compagne. Il veut juste récupérer ses filles. Il veut voir ses filles, il aimerait bien les voir un week-end sur 2. Il n'en veut pas son ex-famille, il veut juste voir ses enfants, discuter avec elles, dire que papa il est là pour elles. Et voilà, comme un père qui veut voir ses enfants, tout simplement. Son histoire, il l'a décrit sur les réseaux sociaux. À Halluin et aux alentours, beaucoup sont émus et le soutiennent dans son combat. Ça fait 4 ans qu'il ne peut pas voir ses enfants, ou plus. Il donne des cadeaux. Ses enfants ne peuvent pas les avoir. Lui, ça fait chier. Ça fait déjà plusieurs jours, une semaine même, que j'entends des bruits et tout. Je passais pour aller au boulot et tout. J'ai compris quand j'ai vu sur Facebook ce qui s'est passé, parce que ça tourne vraiment partout. Il veut juste une vidéo de ses enfants et dès le début, il a dit « je ne ferai pas de mal, je ne casserai rien, je ferai rien de mal, je veux juste mes enfants ». Depuis plusieurs jours, le GIGN et la police nationale essaient de déloger le père de famille de 35 ans et ont coupé l'accès du chantier aux riverains qui le ravitaillaient. La police nationale n'a pas communiqué sur le sujet. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Autre action médiatique, des feux d'artifice tirés devant les tribunaux à la nuit tombée pour sensibiliser l'opinion et les personnalités à la résidence alternée et promouvoir la proposition de la loi PPL 21-308 portée par le Sénat, dont nous avions vu, nous rappelez-vous, des écriteaux durant le Tour de France et que nous espérons voir figurer dans une niche sénatoriale cet automne. Nous avons donc pu constater des feux d'artifice à Aix, Toulouse, Nantes, Béthune, Béziers, Rouen, Alençon, Caen, Marseille,
Marseille, avec des articles repris par La Voix du Nord, Ouest France, Le Télégramme, La Montagne, L'Éveil, Le Progrès, La Dépêche, La Provence. Encore une fois, il y a très certainement un message derrière tous ces feux d'artifice et toutes ces actions. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Attention néanmoins à ne pas tenter de s'approprier la lutte pour nos enfants. Le gouvernement demande une union et un interlocuteur unique. Attention à ce piège consistant en réalité à affaiblir la demande. Cela divise les diverses structures placées sur le pays et leur activisme. Notre problématique ne saurait être portée par une personne seule ou une association unique qui déciderait qui peut s'exprimer, qui n'en a pas le droit, pour dire ensuite c'est moi et imposer ses avis et ses analyses. Alors pourquoi toutes ces revendications et toutes ces complaintes qui proviennent de la justice, de toutes ces difficultés que nous avons à tout simplement vivre notre société de recomposition et d'accéder à nos enfants? Eh bien, il y a plusieurs raisons, mais vous voyez, là, on vient également d'en trouver une pas mal. Comment la justice est-elle rendue aujourd'hui en France? Pour le savoir, nous sommes allés passer tout simplement une journée au tribunal dans le choix de France Info. Bonjour Mathilde Lemaire. Bonjour Marc. Ce tribunal, c'est celui de Nanterre, tout près de Paris. Vous avez commencé par une audience presque au hasard en correctionnel. Oui, devant la 20e chambre qui juge des violences intrafamiliales sur lesquelles la justice s'est priée de mettre l'accent ces derniers mois. Ce qui marque tout de suite les micros. Ils ne fonctionnent pas, quasi impossible d'entendre les débats. Une salle à l'éclairage défectueux. Les avocats de défense à droite sont quasi dans le noir. En coulisses, avant l'audience, sur le bureau de la juge qui va présider, Ulrika Delaunay-Weiss, membre de l'Union syndicale des magistrats, une pile énorme, 12 dossiers prévus qu'elle a préparés la veille, le dimanche, et c'est chaque lundi pareil, elle ne peut pas les juger tous. Là, avec une fourchette basse, j'ai estimé le temps d'audience à 16 heures. Donc, c'est pas possible. Donc, dès qu'on va arriver en salle d'audience, on va faire l'état des présents avec l'huissier d'audience. Puis, on procède au renvoi des affaires que nous ne pourrons pas évoquer aujourd'hui. La moitié des affaires sont reportées avec une question à trancher. Quand les prévenus sont en détention provisoire, les maintient-on en prison? La plupart des dossiers sont renvoyés à mars, avril 2023. Pas de créneau avant. Coup dur pour les victimes quand ce sont des enfants. 1 an peut paraître une éternité. Les prévenus eux-mêmes sont parfois amers, comme ce couple qui nie des violences sur sa fille ado. Le père est sonné. On veut comparaître, on veut s'expliquer parce que nous sommes innocents. On pensait absolument être jugés aujourd'hui et 1 an d'attente jusqu'en 2023, ça met beaucoup d'inquiétude dans la famille. C'est invraisemblable. Si ce papa est blanchi au final, il aura été à tort éloigné des mois de sa fille car en attendant le jugement pénal, le juge des enfants a lui placé la petite en foyer. L'autre moitié des affaires programmées est-elle bel et bien jugée? Il y a des dossiers parfois très lourds. Ouais, sans pause, ça s'enchaîne. Des maris violents, un papa qui a secoué son bébé. À 19h, un dernier dossier, un jeune homme qui a harcelé et espionné pendant des mois son ex. Mais gros couac, aucun policier du tribunal n'est disponible pour aller chercher ce prévenu détenu qui attend son tour au dépôt, au sous-sol. Il faut attendre 1h30, la fin des assises dans une salle à côté pour qu'une escorte se libère. Et il est 23h passées quand ce harceleur écope de 9 mois ferme. Sa victime est restée dans la salle 10 heures. La présidente nous débriefe ce marathon. Sur le dernier dossier, moi j'observais les avocats quand ils plaidaient, ils étaient fatigués, ça se voyait sur leur visage. On est des êtres humains, on a des rythmes biologiques à respecter. Lui, il a été extrait, il se lève tôt en détention, ça veut dire qu'il attend au dépôt depuis ce matin. Donc évidemment, c'est satisfaisant pour personne. Maintenant, tout le monde prend sur soi. Jusqu'à la fin de l'audience, vous tenez sur l'adrénaline, vous rentrez à la maison et puis à un moment donné, le corps lâche. Dans cette même juridiction de Nanterre, Mathilde, vous êtes allée voir si la justice civile se porte un peu mieux. Celle dont on ne parle jamais, qui représente pourtant le gros de la justice, contentieux, tutelle, divorce. Ce matin-là, au tribunal de proximité de Boulogne, c'est noir de monde, en 3 heures. 50 dossiers, une seule juge, pas plus de quelques minutes par litige. Maître Berthaud représente une vieille dame propriétaire d'un studio. Le loyer, 600 € est quasi son seul revenu et le locataire ne paye plus. On a quand même assigné au mois de juin l'année dernière. C'est pas normal d'avoir une date d'audience 9 mois après avoir assigné. C'est une femme qui est à la retraite. C'est un besoin vital pour joindre les deux bouts à la fin du mois. Ça devient très difficile d'obtenir une décision. Après, il faut l'exécuter. C'est terrible. Ça peut prendre des années. Et on cueille à la sortie de cette audience la juge qui a géré les 50 dossiers, Audrey Goubille, rincée. C'est un soulagement d'avoir terminé.
Il y avait une dame tout à l'heure pour un crédit à la consommation, elle m'a raconté toute sa vie, pourquoi elle en était arrivée là. Et c'est bien normal qu'on les laisse un peu parler aussi. Mais on est obligé parfois de recadrer un peu les gens parce que nous, après, il faut encore que je rédige, et puis je suis aussi juge des tutelles, je siège la semaine prochaine aux assises, on est juge des libertés et de la détention le week-end. J'ai des enfants, donc quand ils dorment, le soir, je travaille. Ce qui nous met parfois en difficulté vis-à-vis de nos familles. Nos conjoints sont pas contents. Enfin, on a beaucoup de collègues qui craquent. Selon la conférence des présidents de tribunaux, il faudrait augmenter de 35% les effectifs pour un fonctionnement correct. Le budget de la justice a beau avoir été réévalué comme jamais depuis 2017, ça ne suffit pas vu le retard accumulé depuis des décennies. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. RLP 102.3, aujourd'hui avec Olivier Perroux. Olivier Perroux qui est avec nous. Bonjour monsieur, vous allez bien ? Tout à fait, très bien. Alors, vous êtes l'auteur du livre Délinquants et victimes, la traite des enfants d'Europe de l'Ouest. Vous avez également écrit Les fantômes de l'Europe, les migrants en politique migration, et vous venez de sortir aussi Les Monts de Rome chez Gallimard. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est votre parcours, qui vous êtes et les sujets que vous traitez ? Oui, alors mon parcours. Alors au début, moi j'ai commencé par faire des études d'éducateur, et puis ensuite j'ai poursuivi donc par un master, une thèse, et donc j'ai commencé à travailler en tant que sociologue. Alors pas un sociologue rattaché à un laboratoire, puisqu'en fait j'ai surtout exercé dans un cadre associatif, mais en fait dans ce qu'on appelle les recherches-actions, c'est-à-dire que je vais être contacté par des institutions, des grosses associations, des organisations internationales pour travailler sur un phénomène qui est émergent. Alors soit c'est des populations qui viennent en région parisienne que personne ne connaissait, ou dans le sud de la France ou je ne sais où. Et donc à chaque fois, je vais faire un travail de terrain avec des entretiens pour essayer de comprendre qui sont ces personnes et après comment les professionnels peuvent les accompagner afin que les difficultés qu'ils rencontrent puissent être prises en charge et qu'on ait vraiment un accompagnement adapté. Donc vous vous placez clairement sur ce qu'on appelle la traite des enfants. Qu'est-ce que c'est que la traite des enfants ? Ça consiste en quoi exactement ? C'est la traite des êtres humains, donc ça correspond en fait à une notion juridique. Quand on parle de traite, on va trouver maintenant dans le code pénal français depuis 2013 une définition de la traite. Et la traite, c'est à la fois ce à quoi tout le monde pense, c'est l'exploitation sexuelle, mais on a aussi ce qu'on appelle l'exploitation domestique. Par exemple, une belle-fille qui va travailler pour sa belle famille toute la journée. On a aussi ce qu'on appelle l'exploitation économique, c'est-à-dire l'exploitation par le travail, donc des personnes qui travaillent et qui sont très peu payées et qui sont souvent logées dans des conditions indignes. On a l'incitation à commettre des délits, c'est-à-dire qu'on oblige des personnes à commettre des délits ou des crimes pour le compte d'autrui. Alors ça peut être des enfants qui sont utilisés comme pickpocket, mais ça peut être aussi de la vente de drogue et autres. Et après, on a aussi l'exploitation de la mendicité. Après, il y a d'autres formes comme le trafic d'organes et autres, mais qui sont peu présents en Europe de l'Ouest et en France. D'accord. Et donc, on trouve des enfants dans ces réseaux, notamment en Occident. C'est ce que vous nous expliquez, ce que vous aviez constaté. Oui, alors ça a toujours existé. C'est-à-dire que on a des enfants à la fois dans le cadre de l'exploitation sexuelle, l'exploitation de la mendicité et ce qu'on appelle la contrainte à commettre des délits, donc des vols forcés. Sauf qu'on s'aperçoit que depuis 2015-2016, avec les arrivées importantes qu'il y a eu en Europe suite, si vous voulez, à ce qu'on a appelé l'ouverture de la route des Balkans, on a vu ces phénomènes s'amplifier et ces phénomènes ne touchent pas que des enfants qui seraient étrangers, contrairement à ce qu'on peut croire. Ça touche aussi des enfants français et notamment en ce moment on a un gros sujet sur des jeunes filles françaises, 12, 13, 14 ans, qui vont se retrouver dans des réseaux d'exploitation sexuelle en France. D'accord, donc ce sont des réseaux, ces réseaux qui concernent effectivement des enfants qui sont aussi occidentaux, c'est pas seulement les enfants roms qui font la manche à droite et à gauche comme on peut l'imaginer parfois dans une espèce de projection ce qu'on peut entendre, mais il y a maintenant sur notre territoire des organisations qui vont prendre des enfants, des êtres humains en dessous de 13-14 ans et qui vont donc les forcer à faire de la mendicité, à aller faire des œuvres délinquantes ou à se prostituer. C'est ça en fait, pour résumer. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que après ça va être codifié un petit peu différemment suivant, on va dire, les origines des personnes. Donc pour des personnes qui sont victimes qui viennent d'Europe de l'Est, donc Roumanie, Bulgarie, ex-Yougoslavie, on est plus sur des organisations de type familial qui dévoient souvent des fonctionnements liés au mariage pour contraindre des jeunes filles ou des garçons à faire du pickpocketing ou à mendier. Là, c'est leurs propres enfants, en fait, qu'ils utilisent. Alors, ça peut être leurs propres enfants ou à travers un mariage, entre guillemets, traditionnel. Donc, leur belle-fille ou leur beau-fils. Donc, ça, c'est un cas qui est sans doute assez visible et très médiatisé. On a
plus récemment, dans ce qui a été médiatisé, ce qu'on appelle les mineurs non accompagnés. Donc certains, bien sûr, ça reste un tout petit pourcentage, mais comme pour les mineurs qui sont roms, ça reste un pourcentage limité, mais comme c'est très visible, on a tendance à généraliser. Où là, sur des mineurs non accompagnés, certains sont utilisés pour à la fois de l'exploitation économique, on va les utiliser pour faire de la livraison Uber, Deliveroo et compagnie, mais aussi pour, par exemple, tout ce qui va être vente de drogue, ce qu'on appelle un peu les choufs, les guetteurs, vous voyez, dans les quartiers. Et ça, de plus en plus, on voit que c'est des mineurs non accompagnés qui sont récupérés par ces organisations pour faire ce travail-là. Et puis, au niveau donc des enfants français, on a ce phénomène préoccupant qui est vraiment une augmentation sans précédente des jeunes filles qui se retrouvent en situation d'exploitation sexuelle, souvent recrutées à travers les réseaux sociaux, ou elles-mêmes qui s'engagent dans une sorte de processus d'argent facile, qu'elles imaginent facile, et qui après n'arrivent plus à contrôler et se font recruter. Et puis, lié à la drogue, on avait et on a toujours effectivement des jeunes qui sont utilisés finalement pour faire des surveillances. Alors c'est pas forcément reconnu, ils sont pas forcément reconnus comme victimes de traite, mais quand on prend la définition et les contraintes qui pèsent sur eux, ils répondent bien effectivement à ce qu'on appelle la traite des êtres humains. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Donc Olivier Perroux, toujours avec nous sur RLP, qui vient d'évoquer donc ce phénomène d'exploitation, de traite des enfants qui apparaît en France, qui concerne effectivement des enfants parfois d'origine étrangère, mais également des natifs qui viennent d'ici. Alors la première question qui me vient à l'esprit en vous écoutant, c'est qui gère ces réseaux? Est-ce qu'ils sont vraiment organisés ou est-ce que ce sont des épiphénomènes de personnes malsaines ici ou là qui font, ou est-ce qu'il y a vraiment des réseaux, des organisations qui se sont installées et qui font de l'argent sur ces enfants? Alors c'est même l'objectif de la traite des êtres humains, c'est-à-dire que c'est pas du sadisme ou c'est pas quelqu'un qui tape sa femme, c'est pas pour que ça lui rapporte de l'argent. Donc quand on exploite des personnes, le seul objectif, c'est de faire de l'argent. Alors ensuite, en France, souvent, on a un petit peu le fantasme du réseau, c'est-à-dire que si c'est pas une organisation très hiérarchisée, pyramidale, on a l'impression que c'est pas vraiment du crime organisé. Or, la tendance actuelle, quelles que soient les formes de criminalité, c'est qu'on est plutôt sur des organisations qui sont petites, mais qui s'associent entre elles. Je vous donne un exemple. Sur du vol de téléphone portable, donc on a des jeunes qui vont voler des téléphones portables. Il peut y avoir, 2-3 personnes qui sont derrière, mais ces 2-3 personnes qui disent soit à leur propre enfant, soit qui recrutent des jeunes comme ça dans la rue, elles vont s'associer avec des resellers, avec des personnes qui vont débloquer les téléphones, avec des personnes qui vont transporter les téléphones, par exemple, en Afrique du Nord, etc., etc. Et donc, en fait, on est sur des associations qui rendent ces organisations très souples, très adaptatives et plus difficiles à combattre en termes d'enquête policière. D'accord, donc on n'est pas sur des réseaux type le réseau Epstein tel qu'il a existé aux États-Unis. On est vraiment sur des petits groupes modulaires qui communiquent les uns avec les autres. C'est ça. Après, ça n'empêche pas que ce soit des phénomènes d'ampleur parce que, oui, les uns se copient sur les autres, mais au final, le nombre de victimes reste vraiment conséquent. Alors, l'autre question qui me vient à l'esprit, là, puisqu'on va s'intéresser maintenant à nos enfants, à nous, ici, en tant que parents, qu'est-ce qui se passe avec nos enfants lorsque ceux-ci sont mal encadrés ou qu'ils sont un peu livrés à eux-mêmes? Quelle sorte d'enfants se retrouvent exploités dans ces phénomènes de traite? D'où viennent-ils? De quel milieu social? De quel type de famille? De quel environnement? Quel est leur parcours? Est-ce qu'il y a un parcours type? Ou est-ce que c'est vraiment des aléas de la vie? Comment ça se passe? Oui, alors pour les enfants français, ce qui actuellement est le plus documenté et en même temps le plus préoccupant, c'est ce phénomène de jeunes filles qui sont recrutées la plupart du temps à travers les réseaux sociaux. Quand on regarde de près, on s'aperçoit qu'une grande partie de ces jeunes filles, alors c'est difficile de donner des chiffres, mais vous voyez, c'est peut-être 80%, c'est quand même des jeunes filles qui ont eu des gros soucis d'affection et vraiment des carences affectives, avec parfois des abus aussi sexuels dans leur petite enfance. C'est des jeunes filles souvent qui avaient été placées ou qui sont placées à l'aide sociale enfance et qui peuvent être recrutées. Donc ça, c'est une grande partie de ces jeunes filles. En revanche, on a, je pense 20%, c'est pas faux de dire ça. Donc de jeunes filles qui n'appartiennent à aucun milieu socio-spécifique, si vous voulez, qui n'ont pas forcément un passé traumatique, de maltraitance et autres, et qui tombent un petit peu sur le mirage de l'argent facile. Souvent, le modèle, c'est un petit peu Zaya, vous voyez, ou Kim Kardashian, qui s'aperçoivent que, avec leur téléphone et leur corps, elles peuvent faire de l'argent au début avec des photos, et puis petit à petit, elles commencent à se prostituer. Alors, elles s'appellent ça le michetonner, et ensuite, souvent, elles sont récupérées par des petites organisations,
Parfois, ça peut être souvent d'autres jeunes filles qui vont les recruter. Donc, c'est pas forcément que des garçons, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Et ensuite, elles n'arrivent plus à sortir de ça. On est dans un engrenage. Donc, la grosse difficulté, je pense, c'est que, en fait, dans cette forme-là de recrutement, comme ça se fait par le téléphone, vous voyez pas forcément votre jeune fille qui va avoir des fréquentations où vous dites, oh, attention, faut faire attention, parce que tout va se passer quelque part dans l'intimité du téléphone. Et donc, il n'y a pas une visibilité. Donc, c'est plus des comportements observés, mais il n'y aura pas un environnement, des relations qui seront visibles et qui peuvent alerter sur les dangers auxquels sont exposés votre enfant. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Olivier Perroux qui nous parle donc de la traite des enfants en Occident, des problèmes de délinquance et d'exploitation de ces enfants ou de ces jeunes pour aller faire de l'argent. Une question qu'on se pose ici, c'est un peu le grand débat de l'émission, le grand sujet de l'émission. Est-ce qu'il est possible de dire que les conflits familiaux, les séparations, les enfants de divorcés, les enfants de gens qui s'entendent pas bien, les enfants qui finissent aux services sociaux, sont des profils que l'on retrouve dans ces circuits d'exploitation ? On peut le dire pour les enfants qui sont dans les services sociaux, notamment les services de la protection de l'enfance. C'est vraiment visible, ça se voit. Il y a vraiment un vivier de gens qui ensuite sont utilisés à des fins peu recommandables. Oui, parce qu'en fait, souvent on est sur du recrutement qui va se faire par d'autres jeunes qui sont dans le même foyer. Donc en fait, il y a une forme de cooptation et de recrutement. Et là, on le voit, je vous dis, quand je vous dis, c'est à peu près 80%, c'est des jeunes filles qui étaient déjà prises en charge à l'aide sociale enfance. Du coup, c'est significatif. Oui, là, c'est celles qu'on voit, c'est celles qui sont officiellement repérées. Maintenant, c'est plutôt, si vous voulez, des fortes carences affectives. C'est-à-dire que des enfants dont les parents se disputent et tout, il n'y a pas forcément des carences affectives importantes. Donc, je pense qu'il faut quand même distinguer. Non, mais c'est un tiers déplacement en France, conflit parental, c'est un tiers déplacement d'enfants. Donc on les retrouve quelque part aussi à l'ASE. Oui, bien sûr. Ensuite, ils sont déracinés et puis ils sont influençables par leur environnement. Oui, non, j'entends tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que je voulais pas faire, ni culpabiliser, ni exagérer le lien de cause à effet. C'est-à-dire que, il y a beaucoup de gens qui se séparent. Ça peut être conflictuel, mais il y a pas forcément une carence affective qui se manifeste de la part des deux parents, quoi. Là, on a plutôt l'impression que c'est des jeunes filles qui se retrouvent un peu abandonnées à leur propre sort, voire qui ont été abusées sexuellement. Il y a une rupture de lien parental, en fait. Ouais, ça c'est vraiment la caractéristique. Voilà, d'accord, ok. Ça c'est un point intéressant aussi, parce que on est aussi beaucoup, nous deux parents, qui nous battons pour réussir à avoir accès à nos enfants, et on constate que les enfants qui n'ont pas accès à leurs parents, parfois, dérivent. Oui, alors là, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il y a plus de dialogue, il y a plus de communication, et les parents sont très absents. Ça, c'est quand même quelque chose qui est prégnant quand on refait le parcours de ces enfants victimes. D'accord. Donc les enfants victimes de traite en France, quand on les regarde, ce sont des enfants qui ont été éloignés de leurs parents, ou soit parce que les parents sont pas présents, dans tous les cas, ils sont pas à côté d'eux, ils sont pas en train de les élever eux-mêmes. Ouais. Oui. En tout cas, où il y a plus du tout de dialogue, pour X raisons, mais en tout cas, comme vous dites, il y a vraiment une rupture des liens, soit juste par la communication, soit vraiment une rupture des liens physiques, ils se voient pas. Mais c'est ça qui est frappant. D'accord. Très bien. Alors, il y a un autre point que vous abordez, parce que j'ai un peu lu, j'ai un peu feuilleté, je vous ai écouté à droite et à gauche et autres. Il semblerait qu'il soit extrêmement difficile de lutter contre ce phénomène d'exploitation de la misère des enfants et des jeunes. Pourquoi ? En fait, pourquoi c'est difficile de lutter ? C'est juste que ça nécessite d'avoir une approche, on va dire, plus réacteur. Alors, c'est pas pour utiliser des mots à la mode, c'est-à-dire que, pour donner un exemple très simple, quand un policier arrête un trafiquant de drogue ou d'armes, il confisque la marchandise, il la brûle et les personnes sont déférées devant un juge, ils sont jugés et emprisonnés. Là, la grosse difficulté qu'on a dans la traite des êtres humains, c'est que en fait la marchandise, c'est des personnes. Et en l'occurrence, là, dans ce dont on parle, là, c'est des enfants. Et donc ces enfants, il faut pouvoir les protéger. Sauf, du coup, on est face à des phénomènes psychologiques que vont mal maîtriser les policiers et qui nécessitent, du coup, une sorte de coopération entre les services sociaux de protection de l'enfance et la police, avec toutes ces difficultés de ce qu'on appelle l'emprise. Et puis, quand c'est les parents qui sont directement impliqués, puisque, j'ai dit, ça arrive que les parents soient directement impliqués dans l'exploitation de leurs enfants, et ça, quelles que soient les origines. Là, on a aussi des conflits de loyauté qui sont très forts et qui sont difficiles à percevoir pour l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant ne comprend pas qu'il a été manipulé par ses parents pour une exploitation, que ce soit sexuelle, de vol et autres. Et donc, cette subtilité psychologique et le fait d'être obligé de travailler à la fois sur un volet enquête, c'est-à-dire avec des policiers, des magistrats et des services sociaux, rend la protection extrêmement compliquée. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice,
enfance. Olivier Perrault sur RLP 102.3, nous allons terminer par une question, tout simplement. Quel serait le conseil que vous pourriez donner aux parents ? Comment faut-il faire pour protéger nos enfants ? Quel est le discours à tenir pour que, même si demain ça va mal, pour essayer de les préparer, de les protéger face à ces nouveaux dangers, en fait, de notre époque ? Oui, alors la première chose, mais ça je pense que les parents l'entendent suffisamment, mais c'est qu'il faut pas rompre le dialogue. Et c'est vrai que tout ce qui va être réseaux sociaux et autres, tendance à créer des mondes parallèles au sein d'une même famille, que ce soit, j'ai envie de dire, l'état de la famille. Ça fait des bulles d'isolement un petit peu. Ouais, complètement. Ça fait des bulles et donc il faut tenter de continuer à s'intéresser justement à la bulle de son enfant. Donc ça c'est, vraiment garder ce dialogue, y compris sur des sujets qui semblent vous intéresser moins en tant que parent, mais qui prennent beaucoup de place dans la vie de votre enfant. Donc ça c'est vraiment une première chose qui permet d'être en alerte et de repérer des signes de choses qui n'iraient pas. Après la deuxième chose, c'est que si on sent que votre enfant commence à avoir des conduites, alors pour des jeunes filles des conduites prostitutionnelles, pour des garçons, on s'en prie par exemple dans des affaires de business, etc., de délinquance. Je pense que rapidement, il faut quand même aller voir des associations qui s'y connaissent, parce que le problème c'est que ça va assez vite et c'est très spécifique et encore une fois on a un petit peu abordé les questions d'emprise qui sont assez complexes à démêler parce que il s'agit pas c'est pas un raisonnement rationnel, c'est-à-dire que la personne est quelque part fascinée et dans un fonctionnement et donc les arguments rationnels elle va pas les entendre. Donc je pense que dès que vous avez des signes, alors il existe quelques associations, par exemple il y a une association qui s'appelle la lutte contre la prostitution des enfants et qui vont aider les parents quand justement ils commencent à avoir des doutes ou ils repèrent certaines choses. Et plus on commence tôt, moins du coup il y a d'impact si vous voulez sur les enfants, parce que sinon effectivement tous les phénomènes d'exploitation ont des conséquences psychologiques graves qui vont jusqu'à ce qu'on appelle le psychotrauma. Donc plus on interviendra tôt et plus on évite que la période d'exploitation soit longue ou même démarre, plus ça sera simple de sortir votre enfant de ça. Donc je pense que dès que vous avez des inquiétudes, faut pas avoir peur d'en expliquer aux enfants que le monde est dangereux, que tout le monde n'est pas bien intentionné et qu'il faut faire attention. Oui, et alors après, bien sûr, sur le dialogue, il faut pas chercher à trop à les protéger, à les mettre dans une bulle, comme vous le dites, c'est-à-dire qu'il faut bien expliquer les dangers du monde, le fait qu'on a vraiment des gens qui sont prêts à tout pour faire de l'argent, et donc l'exploitation est vraiment la quintessence, j'ai envie de dire, de cet aspect vénal, et donc ça, faut pouvoir l'aborder, et pas trop mettre ses enfants vraiment dans des bulles, et le fait de voir des enfants qui mendient dans le métro et tout, ça peut s'expliquer. Plutôt que soit tourner les yeux, soit dire tiens c'est culturel, non c'est pas culturel. Donc je pense que juste l'environnement que côtoie l'enfant, lui expliquer aussi que d'autres enfants se retrouvent dans des situations compliquées. Et ça, plus on en parlera tôt, plus je pense ça peut ouvrir les yeux et donc faire en sorte que les enfants soient en alerte par rapport à ce risque d'exploitation, y compris par des proches. Ouais. Okay. Donc Olivier Perrault, auteur de Délinquants et victimes aux éditions Non-Lieu, avant-propos de Robert Badinter, c'est pas n'importe qui, quand vous avez reçu un prix, je crois, pour cet ouvrage, qui est le prix Caritas, Institut de France en 2013. Tout à fait. Est-ce que vous avez de nouveaux projets ? Est-ce que vous travaillez sur quelque chose, une actualité peut-être ? Alors, je dis l'actualité, c'est de faire ce livre sur les mondes roms, alors qui est un livre justement à destination des enfants et des parents, puisque les Roms sont très caricaturés, il y a beaucoup de stéréotypes, et étonnamment, en livre jeunesse, il y avait rien qui expliquait finalement leur diversité, qui ils étaient, etc., etc. Donc ça, c'est un livre qui est sorti donc, vous voyez, au printemps de cette année, donc que je continue à promouvoir. Qui est sorti chez Gallimard Jeunesse. Ouais, c'est ça. Ouais. Tout à fait. Après, moi, je suis amené à travailler sur des études, toujours sur ces questions-là, un petit peu partout en France. Mais j'ai envie de dire, c'est plus des études locales. Et puis, mais ça, je vous tiendrai au courant. Il y a aussi un projet de documentaire qui fait suite à un documentaire que vous pouvez trouver sur YouTube, qui était passé sur Arte, qui s'appelait Trafic d'enfants et qui montre en fait un travail judiciaire sur un groupe d'enfants pickpocket en France. Et là, ça permet de mieux comprendre effectivement qui ils sont, comment on en est arrivé là, comment leurs parents en sont arrivés là. Et donc ça permet d'illustrer, y compris pour un public jeune, donc pour vos enfants, plutôt des adolescents, ces phénomènes qui demeurent très mal connus et qui sont souvent perçus comme quelque chose lié à une culture, ce qui est totalement faux. Très bien. Écoutez, n'hésitez pas, nos antennes vous sont ouvertes. Dès que vous avez une actualité ou quelque chose à exprimer, vous serez la bienvenue, Monsieur Perrault. D'accord, c'est très gentil. Et puis bravo encore pour votre émission et puis pour tout ce travail que vous faites. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance.